Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le trou d'air des marchés en début de semaine qui s'efface au moment où on se parle avec un CAC 40 qui enchaîne une deuxième séance consécutive de rebond. Un rebond de plus de 1% pour les actions européennes à mi-séance. Un CAC qui revient donc sur les niveaux qui prévalaient avant le trou d'air du début de semaine de lundi avec en soutien les résultats d'entreprises qui sont plutôt bons. Ils sont même très bons quand on regarde ceux d'ASML, le spécialiste des équipements pour l'industrie du semi-conducteur. Les prévisions sont relevées. On est dans un marché de pénurie aujourd'hui sur le marché des semi-conducteurs. Donc tout va bien du côté de ASML, le néerlandais qui voit son titre progresser sur le marché d'Amsterdam. À l'inverse, évidemment, la victime des pénuries de semi-conducteurs, c'est l'industrie automobile. Et on voit Daimler en Allemagne qui abaisse ses prévisions. Le titre est un peu sanctionné. On notera quand même dans le secteur des équipementiers automobiles la bonne tenue des résultats de Plastic Omnium qui revient sur un niveau de rentabilité normatif, en tout cas qui prévalait avant la crise Covid. Le titre est très bien orienté aujourd'hui sur le marché parisien. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour Ubisoft dans le secteur des jeux vidéo. Le groupe a publié sous les attentes et à propos de jeux vidéo, c'est confirmé. Netflix ambitionne bien de créer une division jeux vidéo. Les jeux vidéo qui seront un produit cœur de l'offre Netflix dans les prochains mois, les prochains trimestres. Tout ça a été confirmé hier soir par le groupe à l'occasion de la publication de ses résultats, des résultats chez Netflix qui subissent toujours le contre-coup de la forte surdemande enregistrée en 2020. Voilà pour l'ambiance de marché du jour. Vous aurez les infos clés en détail dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis deux invités évidemment pour nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. On parlera private equity et plus précisément investissement dans les infrastructures sociales avec le président du fonds Waterland pour la France qui sera avec nous en plateau. Et puis, révolution sur le marché de la gestion privée, de la gestion de fortune avec l'arrivée d'un nouvel acteur, Arthur, sans H, qui veut bousculer ce marché traditionnel de la gestion privée en France notamment, avec un modèle d'affaires qui se fonde sur le modèle de l'abonnement. C'est une première dans cette industrie de la gestion privée. Donc le directeur des investissements d'Arthur sera avec nous en plateau pour nous raconter l'aventure Arthur. Bon, le Buy the Dip a à nouveau fonctionné. Le CAC 40 et les indices européens, avec une deuxième séance de hausse consécutive, effacent le trou d'air de lundi. Les infos clés du jour à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le rebond continue sur le CAC 40 à la mi-journée avec un indice parisien qui progresse de plus de 1% dans le sillage des bourses asiatiques ou américaines. Les marchés américains ont en effet vu revenir les acheteurs sur la séance d'hier après le recul de la veille afin de trouver les bonnes affaires. Une tendance qui n'en reste pas moins fragile alors que les craintes vis-à-vis du variant Delta restent présentes, même si pour l'heure celles-ci sont reléguées au second plan par les publications d'entreprises. En ce qui concerne les publications d'entreprises, justement aux États-Unis, Netflix annonce anticiper une faible croissance de ses abonnés au troisième trimestre face à la concurrence de la réouverture des salles de cinéma et après l'afflux massif de nouveaux abonnés l'année dernière. Sur le deuxième trimestre, la plateforme a enregistré 1,54 million de clients supplémentaires. En Europe, le néerlandais ASML voit de son côté son bénéfice net reculer de 22% au second trimestre à un peu plus d'1 milliard d'euros. ASML qui annonce tout de même un carnet de commandes bien rempli pour le reste de l'année. Et on regarde à présent les résultats d'entreprise en France. Plastic Omnium relève ses objectifs de marge et de trésorerie sur l'exercice 2021, alors que ses résultats sur le premier semestre ont progressé par rapport à l'an dernier. Les nouvelles prévisions concernent une marge opérationnelle de 6% minimum et une génération de flux de trésorerie significativement supérieure aux 220 millions d'euros de l'année dernière. Valorec relève aussi ses prévisions pour 2021. Il table désormais sur un résultat brut d'exploitation compris entre 475 et 525 millions d'euros. Sartorius Stedim Biotech voit de son côté son chiffre d'affaires progresser de près d'un peu plus de 61% à taux de change constant au premier semestre pour atteindre 1,35 milliard d'euros. L'excédent brut d'exploitation courant a de son côté augmenté d'environ 86% à 487 millions d'euros, traduisant
une marge légèrement supérieure à 36%. Ubisoft publie de son côté un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre de son exercice décalé, en recul d'un peu plus de 17%. Ubisoft qui indique cependant s'attendre à une croissance à 2 chiffres à moyen terme. On note que Orpea à présent fait part de son côté d'un record d'admission dans ses maisons de retraite, ce qui lui permet d'afficher des revenus semestriels en hausse. Orpea qui affiche notamment un chiffre d'affaires record dans les établissements de santé mentale en lien avec les conséquences psychologiques des restrictions de ces 18 derniers mois. On note dans le secteur du tourisme à présent que Pierre et Vacances annonce de son côté un chiffre d'affaires de 172,5 millions d'euros pour son troisième trimestre, toujours affecté par la crise Covid-19 et les mesures de restrictions sanitaires. Mais le groupe fait état de réservations en hausse pour le quatrième trimestre de son exercice décalé. Et au-delà des valeurs, on note que les rendements obligataires à 10 ans aux États-Unis remontent depuis hier et atteignent 1,26% aujourd'hui à la mi-journée, tandis que l'OAT à 10 ans en France reste en territoire négatif à moins 0,04%. Du côté des matières premières et notamment du pétrole, on note que le baril de Brent progresse légèrement de son côté et dépasse à présent les $70. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Sortons des marchés cotés pour s'intéresser au private equity avec notre premier invité dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. C'est le président pour la France du fonds Waterland, Louis Huetz, qui est avec nous en plateau. Louis, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Waterland, un des fonds référence dans le monde du private equity. Alors je vous demandais juste avant d'ouvrir les micros, vous supervisez 8,5 milliards d'euros d'investissement aujourd'hui, c'est ça Louis. Et le thème qui nous intéresse avec vous, c'est celui des infrastructures sociales. Alors de quoi parle-t-on évidemment, il faut définir peut-être cet univers d'investissement pour le secteur du private equity, sachant que c'est un segment d'investissement historique chez Waterland. Vous revendiquez une vingtaine d'années d'expérience en matière d'infrastructures sociales. Absolument. Alors, les infrastructures sociales, on pourrait définir ça comme l'ensemble des installations et des organisations qui concourent à fournir des prestations sociales. Alors, c'est un secteur qui est largement étatisé. Les prestations sociales sont rendues et assurées par l'État en Europe, je dirais pour l'immense majorité. Cependant, il y a une place qui s'est ouverte et qui a plutôt tendance à grandir pour les sociétés privées et donc pour les investisseurs privés, sachant que sous cette appellation d'infrastructure sociale, on peut retrouver aussi bien l'éducation que la santé, que la prise en charge de l'enfance, les crèches, etc. La prise en charge également des personnes âgées avec les EHPAD et les maisons de retraite. Donc c'est un ensemble extrêmement large. Alors nous, pour vous donner quelques exemples, chez Waterland, donc nous avons investi dans des réseaux de kinésithérapie, des réseaux de cliniques psychiatriques. On parlait de la prise en charge, de la prise en charge des difficultés mentales. Donc ça fait partie de nos investissements. Des réseaux de cliniques de réhabilitation aussi pour les longs séjours, des cliniques pour les séjours plus courts, également opératoires, des laboratoires de biologie également. Et puis, on a parlé aussi de la prise en charge de l'enfance et notamment du handicap. Et c'est quelque chose, on a également des réseaux de structures qui prennent en charge les enfants qui ont des difficultés. Un marché, effectivement, un univers d'investissement, si on utilise le jargon financier, qui est donc très très large, très très vaste aujourd'hui, Louis, avec un moteur important, c'est finalement le désengagement de l'État, ou en tout cas le privé qui vient prendre le relais sur certains segments de ce marché. Ça, c'est une tendance lourde qu'on observe depuis plusieurs années déjà, j'imagine. Voilà, alors il y a une sorte de constante dans les sociétés occidentales, c'est le vieillissement de la population, c'est un des thèmes d'investissement de Waterland. Et par rapport à ça, ça veut dire qu'on a chaque année une croissance des dépenses de prise en charge de la vieillesse et de santé qui est plus rapide que la croissance du PIB. Donc pour réussir à continuer à rendre le niveau de service requis, l'État qui souhaite évidemment limiter la croissance de sa dépense publique à peu près à la croissance du PIB, il a recours à des acteurs privés qui prennent en charge une partie de ce secteur. Ouais.
Ces acteurs privés, on est dans un secteur d'activité qui est très capitalistique. Là, on parle de besoin de fonds propres, quand on parle de private equity, en l'occurrence, Louis, ça va même au-delà de la question immobilière de ces infrastructures. Exactement, c'est-à-dire il y a bien sûr la partie immobilière qui elle-même par essence est capitalistique, mais qui est souvent assurée par des opérateurs, des fonds immobiliers, des foncières dédiées. Et puis il y a la partie opération qui elle-même est très capitalistique, puisque c'est des installations qu'il faut très souvent remettre à niveau, sur lesquelles il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux très spécifiques qui sont souvent assurés plutôt par l'exploitant. Et puis il y a aussi toute l'évolution technologique. Alors là, on va plus parler de la partie médecine, mais qui est très importante, où vous avez une digitalisation qui demande des investissements très importants. Vous avez une évolution technologique. On pourrait parler de métiers comme la radiologie, par exemple, où il y a une évolution technologique et donc des nouveaux investissements à faire, ou la télémédecine, etc. Donc on est sur un secteur qui requiert effectivement pas mal d'investissements, plutôt sur un temps long. Ouais. Et donc qui se prête bien, avec une stabilité quand même des perspectives d'une façon générale, une stabilité montante, avec bien sûr le sujet quand même du niveau de prise en charge par l'État et de remboursement des dépenses, qui lui peut être sujet à des variations. D'une façon générale, quand même une certaine stabilité, une certaine prévisibilité, et en revanche des besoins d'investissement importants. Donc ça se prête bien au private equity, et notamment à certains fonds de private equity qui ont des horizons un peu plus longs, comme Waterland par exemple, ou comme d'autres fonds du même type. Ce sont des activités également qui sont en consolidation pour certains secteurs et segments de marché. On sait que le private equity est souvent un levier important dans des stratégies de build-up, de consolidation des secteurs. Absolument. D'une façon générale, ce sont des secteurs qui étaient très fragmentés, qui avaient souvent été démarrés avec des installations qui avaient été démarrées par des entrepreneurs individuels, souvent des médecins ou des personnels de santé. Le radiologue qui monte son cabinet. Le radiologue, le médecin qui monte une clinique, etc. Et tout ça, finalement, ça permettait d'atteindre un certain stade, et ensuite, pour à la fois assurer les évolutions et puis mettre en commun un certain nombre de moyens, mais il fallait se regrouper. C'est effectivement là que le private equity a un rôle pour réaliser des regroupements au niveau régional, puis national, et puis ça peut être aussi au niveau pan-européen et mondial. Nous, ce qu'on a fait dernièrement avec notre réseau de cliniques psychiatriques allemand Médian, on a repris un réseau similaire au Royaume-Uni qui s'appelle Priori, et la mise en commun des deux réseaux, ça permet d'avoir des synergies assez importantes, et également de hausser par des meilleures pratiques l'offre de soins sur l'ensemble du réseau. Donc il y a une véritable logique à la fois pour l'investisseur, mais également pour l'utilisateur, pour le patient et pour les États également, d'avoir des structures qui se regroupent et qui sont à même d'être plus rationnelles et d'augmenter les qualités de soins, ou en tout cas de les uniformiser. Vous avez cité quelques exemples, Louis, mais je voulais qu'on y revienne. C'est quoi les territoires de croissance, les territoires d'avenir dans ce marché, cet univers des infrastructures sociales, par rapport aux premiers investissements que vous avez pu réaliser il y a 20 ans déjà dans ce domaine-là? Je pense que d'abord, les secteurs sur lesquels on a déjà investi, j'ai parlé des cliniques, des maisons de retraite, c'est pas terminé. C'est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur la prise en charge à domicile aussi. Ouais. Alors, c'est un peu à la frontière de l'infrastructure, mais c'est un complément important, et ça obéit à des dynamiques qui sont assez proches. Il y a effectivement, vous avez cité la radiologie, on pourrait citer le dentaire, la dialyse, on pourrait citer même aussi la santé animale comme étant des domaines sur lesquels il reste des consolidations importantes à faire. Des domaines de spécialité, si je comprends bien. Des domaines de spécialité, c'est ça, avec des croissances potentielles assez fortes qui sont aujourd'hui assez fragmentées, pour lesquelles il y a aussi des investissements technologiques et des ruptures technologiques à venir, et pour lesquels les professionnels réfléchissent à s'engager sur une voie de consolidation en se faisant accompagner par des investisseurs. Parlons du prix. Non, mais comment, dans la gamme, dans la typologie des investissements du private equity, vous le classez comment, là, ces investissements en infrastructure sociale? Vous avez dit déjà un horizon de temps peut-être un peu plus long que la moyenne du private equity. Ça veut dire quelque chose d'assez défensif, d'une certaine manière? Oui, c'est ça. On pourrait dire ça. Mettez le curseur. Alors, c'est des investissements qui sont assez longs, qui sont assez capitalistiques. Ouais. Où on a à la fois une composante immobilière et une composante exploitation. Ça, c'est important aussi. Donc, vous allez faire intervenir différents types de fonds sur une opération. Et ce sont effectivement des opérations, il y a une certaine, ou en tout cas des sociétés, des business models où il y a une stabilité montante.
et une certaine sécurité sur le futur. Donc, ce qui fait qu'on est évidemment plutôt sur des valorisations qui sont dans le haut des valorisations pour les sociétés les privées, absolument. Et est-ce que ça devient un frein? Nous, on parle de valorisation sur les marchés cotés. Alors, la valorisation, elle est quotidienne, donc c'est une histoire sans fin. Mais dans ce segment-là, précisément, est-ce que le prix, les valos deviennent un frein aujourd'hui pour le déploiement des investissements de Waterland, ou est-ce que vous avez un rythme de croisière? On a un rythme de croisière. Notre dernier investissement au Royaume-Uni, donc Priori, on l'a fait assez récemment. C'était au début de cette année 2021, donc sur un réseau de cliniques psychiatriques. On regarde beaucoup de choses dans les secteurs qu'on a évoqués sur les différents pays et notamment en France. Alors c'est vrai que les valorisations sont parfois élevées, mais après il faut inscrire ça dans un projet. C'est-à-dire que s'il y a un projet de création de valeur ambitieux, soit par des regroupements, des croissances externes ou de l'internationalisation, et là c'est là-dessus que Waterland a une carte spécifique à jouer, puisque nous on est géré par ADN pan-européen, et donc on est capable d'offrir aux entrepreneurs qu'on accompagne la plateforme pour se développer en Europe. À ce moment-là, le prix peut être justifié par des perspectives futures. Et à ce moment-là, on est à même d'investir. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de ces infrastructures sociales. Merci beaucoup, Louis, d'être venu nous en parler. Louis Huetz, le président pour la France du fonds Waterland, donc, et cette activité historique autour du thème du vieillissement de la population. C'est ça, c'est un des grands piliers vieillissement des thèmes d'investissement. Le thème du social en général, il y a évidemment le vieillissement de la population qui en fait une part importante. Merci beaucoup, Louis. Louis Huetz, je le rappelle, le président pour la France du fonds Waterland. Vous restez avec nous, Louis, parce que je suis sûr que vous avez peut-être un petit mot à dire sur l'aventure d'Arthur, avec votre regard de financier, d'investisseur en fonds propres. L'aventure Arthur, on en parle avec Richard Franck Cuny, le directeur des investissements d'Arthur, sans H, je le précise, qui est avec nous en plateau. Richard Franck, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. On est dans le monde de la gestion de fortune. Alors j'ai appelé ça gestion de fortune 2.0, peut-être même qu'on est à 3.0, 4.0, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'idée quand même que vous voulez apporter quelque chose de nouveau pour dépoussiérer, je le dis moi, un peu ce monde de la gestion privée, de la gestion de fortune. La société a été créée en 2019, le lancement commercial est un peu plus récent pour Arthur, donc, sur le marché français notamment. Racontez-nous un peu l'histoire de départ. Quel est le constat que vous et les équipes d'Arthur avez dressé sur les failles, les faiblesses, les manques peut-être de l'industrie de la gestion privée vis-à-vis de sa clientèle, et quelles sont les réponses et les propositions que vous voulez apporter à ce marché? Très bien. Merci Grégoire. Alors effectivement, historiquement, je travaille dans la gestion de fortune, tout comme les autres fondateurs d'Arthur, et on a fait deux constats. Le premier, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas bien accompagnées, pas bien informées. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore les capitaux nécessaires pour intéresser une banque privée, parce que clairement, aujourd'hui, en dessous d'1 million d'euros, vous n'intéressez pas une banque privée. Et de l'autre côté, vous avez les offres de détail qui ont des offres qui ne sont pas forcément compétitives, sans parler du modèle de rémunération qui est opaque. Pourtant, ces gens-là, ils ont le droit d'avoir accès à un conseil de qualité pour optimiser leur patrimoine et faire fructifier leur argent. C'est des gens qui sont de plus en plus jeunes, renseignés, qui veulent de la transparence, très important, une expérience enrichie et de la performance. Et tout ça de manière très simple. Et c'est pour ça qu'on a créé Arthur. C'est pour, en fait, donner accès aux outils des plus riches pour le plus grand nombre. Vous dites, entre le conseiller bancaire et le banquier privé, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Je caricature, mais vous dites, il y a quand même un gros vide pour adresser une clientèle qui est un peu peut-être plus sophistiquée que la clientèle retail traditionnelle, et peut-être pas encore assez grosse en termes de surface patrimoniale pour aller jusqu'à la clientèle de banque privée. Exactement. Il y a un vrai gap entre les deux. Il y a des offres qui existent, mais qui ne sont pas transparentes, qui ont un modèle de tarification qui est clairement opaque. Actuellement, vous le savez comme moi, la quasi-intégralité de l'industrie de la gestion en général se rémunère en pourcentage du montant de l'épargne que vous avez déposé chez eux. Donc clairement, plus vous avez d'argent, plus vous allez payer cher.
Sans parler du modèle de rétrocommission qui vont être versés à votre courtier, votre banquier, votre assureur par les sociétés de gestion des produits dans lesquels il a investi pour votre compte. C'est quand même un comble. Donc ça fait beaucoup d'argent, c'est très opaque et finalement les gens commencent à s'en rendre compte, notamment grâce aux évolutions réglementaires récentes pour un peu plus de transparence, je pense à MiFID notamment. Et aujourd'hui les gens ils veulent plus payer 3% de droit d'entrée pour investir dans une mauvaise assurance vie ou 10% pour rentrer dans une SCPI. Donc il fallait clairement révolutionner ce marché. Et c'est là où la vraie révolution, d'une certaine manière, Richard Franck, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'afficher très clairement les frais de gestion ou de baisser les prix, vous balayez tout ça d'un revers de main en disant, nous, notre modèle, ce sera l'abonnement. 6,99 par mois, c'est ça Exactement. Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés depuis quelques années, mais qui finalement ne font que digitaliser ce métier en restant sur le même business model. Chez nous, pour un abonnement mensuel unique, on va offrir un niveau de service complet. Pour la faire très simple, aujourd'hui, Arthur, c'est comme une fusée à 3 étages. Le premier étage, on va agréger l'ensemble du patrimoine de nos clients pour qu'il ait une vision à 360 degrés. Donc il va pouvoir connecter ses comptes courants, des produits d'épargne déjà existants dans sa banque, une assurance vie, un compte titre, un livret, pouvoir connecter du passif avec des crédits qui vont venir en déduction de son patrimoine net et à pouvoir également rajouter d'autres actifs personnalisés comme de l'immobilier, du private equity ou des choses un peu plus atypiques comme des montres, des voitures de collection, etc. Ça, juste avant d'attaquer les autres étages de la fusée, non mais c'est un point clé. Je discute avec des gérants privés, des banquiers privés. Enfin, je veux dire, malgré les outils technologiques qui existent et qui permettent aujourd'hui de scanner l'ensemble de son patrimoine, vous dites c'est encore quelque chose c'est un travail qui est mal fait, qui n'est pas fait. Aujourd'hui, un client privé standard, il n'a pas une vision complète de son patrimoine. Non, et du coup, clairement, avec les outils... Et son conseiller encore moins, d'une certaine manière. C'est ça. Et du coup, le conseil, il est biaisé. Parce que du coup, on voit qu'un petit bout du patrimoine. Donc aujourd'hui, les outils technologiques qui nous permettent d'avoir cette information et de l'afficher pour nos clients. Et ça me permet de la transition de passer au deuxième étage. Parce que grâce à toutes ces informations qui sont très importantes que nous avons sur nos clients, ça nous permet de leur générer des recommandations personnalisées sur comment dynamiser, optimiser son patrimoine et également optimiser sa fiscalité. Et enfin, le troisième étage de la fusée, c'est l'épargne. On va permettre à nos clients d'épargner via différentes enveloppes, différents produits d'investissement, directement depuis la plateforme Arthur et de manière très simple. Bon, et vous vous positionnez sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, c'est ça aujourd'hui C'est ça. Alors, actuellement, on a une offre d'assurance vie. On va étoffer notre palette de produits dans les mois et les années à venir. On va notamment lancer des produits sur la retraite, des produits de pierre-papier, des produits de private equity, peut-être même des crypto-monnaies, que sais-je. On verra de quoi l'avenir sera fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir une palette complète. Et du coup, actuellement, effectivement, nous avons une offre d'assurance vie. Et au sein de cette assurance vie, nous construisons des portefeuilles diversifiés qui sont construits pour faire performer sur le long terme avec un niveau de risque prédéfini, contrôlé, pour leur permettre du coup de traverser plusieurs cycles de marché. D'accord. Je reviens encore sur l'histoire de l'abonnement, c'est-à-dire est-ce que c'est pour vous un modèle qui est à même de générer de la confiance, puisqu'on est sur des métiers de confiance, de transparence et de confiance. Est-ce que ce modèle de l'abonnement, là, alors vous êtes en train de l'éprouver en temps réel avec les premiers clients d'Arthur aujourd'hui, mais est-ce que c'est un modèle qui génère pour vous de la confiance ou qui est capable peut-être de remettre un niveau de confiance supplémentaire entre le client et son conseil? Alors, je pense clairement, et pour 2 raisons. La première, c'est que c'est totalement transparent. Le client, il sait à l'avance combien il va payer. Il n'y aura pas d'autres frais cachés en plus, comme des frais d'entrée, des rétrocessions qui seront payés, etc. Et ça nous permet aussi d'aligner nos intérêts avec nos clients. Pourquoi ? Parce que c'est une offre qui est sans engagement. À la même manière qu'un client va se désabonner de Netflix s'il n'est pas content du contenu qui est proposé sur Netflix, eh ben, il pourra très bien nous quitter s'il n'est pas content des services qu'on offre ou de nos performances. Ouais. C'est sur cette idée de l'abonnement que je voulais vous entendre peut-être, Louis, parce que dans le monde du private equity, c'est le genre de récurrence, je ne sais pas, c'est des modèles qui existent déjà, qui sont très récurrents, appliqués à la gestion privée. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, moi aussi, félicitations à Richard pour ça, mais je pense que c'est un modèle d'avenir, parce que le
comme vous l'avez très bien dit, on est finalement sur ce qui est le plus important, c'est la confiance, et dans la confiance, il y a la transparence. Et là, si je comprends bien le modèle, c'est un modèle qui est basé sur une totale transparence, accès à une plateforme d'information, totale transparence, totale liberté. Donc ça correspond bien à l'ère du temps, d'abord, et aux aspirations légitimes des consommateurs. Donc effectivement, c'est très positif. Donc, et ça devrait créer un modèle de revenu pour la société, comme vous dites, avec un niveau de récurrence élevé si on fonctionne par abonnement, à partir du moment où, bien sûr, où le client est convaincu et où il renouvelle son abonnement. Quel est je ne sais pas sur quelle métrique vous communiquez aujourd'hui pour incarner un peu la croissance là, des premiers mois d'existence d'Arthur, Richard Frank, mais est-ce que entre guillemets, les clients que vous cherchez à attirer sont au rendez-vous? Est-ce que c'est une clientèle plus jeune? Est-ce que c'est des start-upers, des millennials, des entrepreneurs? Enfin, est-ce que vous avez déjà quelques profils types dans ce qui doit être la base de clientèle d'Arthur? Alors effectivement, le modèle plaît. Et c'est vrai qu'au début, nous avons visé une certaine cible plutôt jeune, plutôt dans les métiers de la tech ou de la finance, des gens relativement éduqués. Puis finalement, on se rend compte qu'on touche une cible beaucoup plus large, des gens plus âgés et des gens qui ne travaillent pas forcément dans ce genre de secteur. Et pourquoi? Je pense que c'est parce que du coup, on a aussi un modèle freemium. Cet abonnement, il est gratuit si le client a moins de 2 000 euros d'épargne. Donc, il peut tester un certain nombre de fonctionnalités, notamment nos services de gestion, de manière 100% gratuite. Et une fois qu'il dépassera les 2 000 euros d'épargne, il paiera 6,99 € par mois. Bon, un petit mot des marchés. Je ne sais pas, vous êtes directeur des investissements d'Arthur. Donc bon, les allocations sont tout terrain. C'est des allocations avec des horizons de temps longs. Mais je ne sais pas, l'ambiance actuelle de marché, est-ce que ça appelle un commentaire particulier, Richard Frank? Bon. Alors oui, on est un peu dans le doute en ce moment là sur les marchés, visiblement. C'est vrai que les valorisations sont relativement élevées. Ouais. Enfin, toutes les classes d'actifs ont connu une inflation assez importante depuis grosso modo 1 an, et que depuis que les gouvernements et les banques centrales ont fait leurs interventions exceptionnelles pour lutter contre la crise de la Covid. Mais comme j'ai dit, nous on a des allocations qui sont censées performer sur le long terme, et notre vrai métier finalement c'est d'accompagner notre client pour qu'il puisse choisir le profil de risque qui est adapté à sa situation personnelle, à son horizon d'investissement, et on essaie également de les éduquer pour qu'ils mettent en place des reversements réguliers pour construire leur épargne sur le long terme et profiter de la beauté des intérêts composés et des dividendes réinvestis tout simplement. Non, mais ce modèle de versement programmé, j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'avenir. Beaucoup de sociétés d'investissement, on va dire, mettent en place, ou en tout cas essayent de pousser ce genre de pratique aujourd'hui. Ça a moins de sens dans une banque privée où on a des clients qui ont 1 million d'euros. Mais quand on a des clients jeunes qui commencent à se construire leur épargne pour préparer leur retraite, effectivement, il n'y a pas de secret, il faut épargner régulièrement. Merci beaucoup Richard Frank. Merci d'être venu nous parler d'Arthur donc, et de l'arrivée de ce nouvel acteur sur les métiers de la gestion privée et de la gestion de fortune. Richard Frank Cuny qui est avec nous, le directeur des investissements d'Arthur dans Smart Bourse à la mi-journée. Les marchés actions en Europe sont bien orientés. On attend une ouverture positive à Wall Street tout à l'heure avec encore pas mal de résultats. Pas d'enjeux macroéconomiques sur cette séance, mais des résultats qui sont déjà tombés en Europe et qui vont venir tout à l'heure encore aux États-Unis, avec notamment parmi les poids lourds de la cote américaine à suivre, Coca-Cola ou encore Johnson & Johnson, qui publieront leurs résultats avant l'ouverture tout à l'heure. Nous on se retrouve en direct à 18h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.